Tout commença le 9 juin 2021, quand Alex Kister sortit une série de vidéos qui terrifia le monde d'Internet, The Mandela Catalogue. De mon côté, ce qui m'a le plus marqué, ce sont ces visages qui m'ont hanté pendant des années. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons explorer la raison de cette peur. Mais ce que vous ne savez pas encore, c'est que ça va nous emmener bien plus loin dans l'horreur, qui, elle, est bien plus réelle. Parce que ces visages, en pleine vallée dérangeante, humains mais pas suffisamment, ne viennent pas de nulle part. Ils sont tirés de portraits robots, des reconstitutions faciales créées à partir des souvenirs de témoins ayant vu l'horreur de près. Dans ce premier volume, nous allons explorer les portraits robots les plus dérangeants que j'ai pu trouver. Des visages qui hantent les mémoires et les archives criminelles. Alors installe-toi confortablement devant cette vidéo et bienvenue dans le monde terrifiant des portraits robots. Creepy Hooded Guy. On ne sait pas vraiment d'où vient l'image, mais l'histoire commence en 2010 sur 4chan. Un utilisateur anonyme balance une image nommée Creepyface. Cette image-là, je ne peux pas la regarder plus de quelques instants. Elle me hante, même maintenant, alors que je choisis simplement le fichier parmi des miniatures. Je ne peux pas la voir. Et je ne sais pas pourquoi, mais elle est fausse. Cette image est fausse. Et ce qu'elle représente est... En fait, j'en sais rien. Elle me fait peur à un niveau primal que je ne peux pas expliquer. Et au plus profond de moi, une part de mon instinct animal me dit qu'elle veut me faire du mal ou qu'elle est sur le point de m'attaquer. En fait, je ne peux pas l'expliquer. La source officielle dit que c'est juste un portrait robot vraiment raté, mais ça reste terrifiant pour moi. Et pour une raison que je ne peux pas expliquer. J'espère que vous ressentirez la même horreur que moi. Bonne chance, je quitte ce thread. Mais c'est en décembre 2015 que tout bascule. Un utilisateur albanais poste l'image sur Paul, une section sulfureuse de 4chan. Les discussions s'enflamment et en quelques jours, le visage encapuchonné devient un mème sur les forums anglophones et russes. Sur 2chan, l'équivalent russe de 4chan, on commence même à l'appeler l'albanais. Des internautes suggèrent d'en faire une creepypasta et d'inventer une légende autour de lui. Mais c'est en 2021 que Creepy Hooded Guy refait surface sous un autre nom, Handshooter. Mais cette fois, il hante les épisodes du Mandela Catalogue et devient alors un phénomène internet qui joue sur notre peur la plus primitive, celle de l'inconnu. On pourrait croire que ça s'arrête là, mais en fait, je n'ai pas tout dit. On sait d'où vient l'image. Mais laissez-moi vous poser le contexte. Il est 18h30, un samedi soir ordinaire à Kirkwood, en Missouri. Une femme rentre chez elle dans le 300 bloc de George Avenue. Elle pousse la porte, pose son sac et souffle enfin. Mais quelque chose cloche. Un homme est là, le regard figé sur elle. Il s'approche et la frappe en plein visage. Elle s'écroule. En fait, elle n'a pas le temps de réagir. Mais lui, en revanche, c'est exactement ce qu'il fait. Il attrape son sac, son appareil photo, son ordinateur et disparaît. Quand elle reprend ses esprits, il n'est plus là. Elle appelle alors la police, décrit l'homme et ce serait un jeune entre 17 et 24 ans, grand, environ 1m80, maigre, avec le visage marqué par l'acné. Et le plus important, un sweat à capuche gris. Les enquêteurs lancent alors un appel à témoins et diffusent un portrait robot. Mais malheureusement, l'homme, lui, restera introuvable. Timothy Nelson Jr. Le 19 septembre 1999, dans le quartier de Kernbrook, en Pennsylvanie, 3 jeunes filles marchent ensemble. Une voiture les croise à plusieurs reprises et s'arrête finalement à leur hauteur. Un homme en descend. Il pose une question anodine et la fillette de 10 ans, par réflexe, commence à répondre. Mais elle n'a même pas le temps de terminer sa phrase qu'il l'attrape et l'entraîne à l'intérieur de son véhicule. La panique est immédiate. Elle hurle, se débat, cherche un moyen de s'échapper. Mais alors qu'elle lève les yeux, elle aperçoit un objet froid et métallique pointé sur elle. Un revolver. Le message est clair. Si elle crie, il appuiera sur la détente. Alors elle pleure, elle supplie. Et en guise de réponse, une gifle cinglante vient lui couper le souffle. C'est alors que les kilomètres défilent et la voiture franchit la frontière de la Virginie occidentale. Et la suite est difficile à raconter. Lorsqu'il finit par s'arrêter, c'est dans un endroit isolé, loin de tout regard. Et là, dans l'obscurité, il va détruire en quelques minutes l'innocence de la petite fille.
Il n'y a pas de mots assez forts pour décrire la terreur, la douleur et le sentiment d'irréalité qui envahissent une victime à cet instant précis. Une fois son crime commis, il lui tend un sac en papier, quelques serviettes et lui dit « Lave-toi ». Puis, sans un mot, il ouvre la vitre et jette le sac sur le bord de la route. Il reprend la route en direction de Marklersburg, traverse à nouveau la frontière et s'arrête finalement au bord d'une route déserte. La fillette est encore sous le choc et incapable de comprendre ce qu'il se passe. Il ouvre la portière et lui donne une dernière instruction. Compte jusqu'à 100. Ensuite, va appeler ta mère. Puis, il disparaît. La fillette est retrouvée quelques heures plus tard, terrorisée et incapable d'expliquer ce qu'elle vient de vivre. Mais elle se souvient de la route et du sac en papier jeté sur le bas-côté. La police fouille et finit par retrouver cet objet abandonné. À l'intérieur, il trouve des traces, des empreintes et de l'ADN. Mais le FBI a même identifié un profil ADN, mais aucune correspondance n'a été détectée dans la base de données. Et le coupable restera malheureusement un fantôme. Mais en 2004, un détail refait surface. 2 autres fillettes, en 1988 et 1989, ont été agressées de la même façon. Et l'ADN était le même. Et en 2018, les empreintes retrouvées sur le sac en papier sont analysées avec un nouveau système. Et cette fois, un nom apparaît. Timothy D. Nelson Jr., un homme de 50 ans, sans histoire, un voisin comme un autre, quelqu'un que personne n'aurait soupçonné. Sauf que l'ADN, lui, ne ment pas. Et les preuves sont accablantes. Il sera donc condamné à 30 ans de prison. Derrick Todd Lee. À la fin des années 90, Baton Rouge, la capitale de la Louisiane, est une ville comme les autres, avec ses rues paisibles, ses quartiers résidentiels et ses familles qui vivaient leur quotidien sans se poser de questions. Jusqu'à ce que la disparition de femmes commence. Entre 1998 et 2003, un tueur rôdait dans l'ombre, frappant au hasard et sans motif apparent, et sans laisser de traces visibles. Les policiers avaient un profil en tête, un portrait mental de leur suspect. Un homme blanc, discret et méthodique. Mais ils avaient tort. Derrick Todd Lee ne ressemblait pas à l'image qu'il s'était faite du tueur. Il n'avait pas le profil type, et c'est peut-être pour ça qu'il est resté libre aussi longtemps. Avant même que ses meurtres ne soient découverts, il avait déjà un passé inquiétant. Des accusations de harcèlement, des témoignages de femmes disant qu'il les observait depuis leur fenêtre. Mais personne ne faisait vraiment attention, parce qu'il ne ressemblait pas à un monstre, parce qu'il était banal. Et c'est précisément ça le plus terrifiant. Ses méthodes n'étaient jamais les mêmes, mais sa préférée était de se faire passer pour un sans-abri, frappant aux portes et en demandant de l'aide. Ses victimes ne voyaient rien venir. Et quand il frappait, c'était brutal. 2 de ses victimes ont été retrouvées à Whiskey Bay, à une trentaine de kilomètres de Baton Rouge, jetées comme de simples objets. Les enquêteurs n'avaient rien, absolument rien. Alors, ils ont commencé à prélever des échantillons ADN sur des milliers d'hommes blancs de la région, mais aucun ne correspondait. Puis, en 2002, une nouvelle technologie a changé la donne. Une analyse plus poussée du profil génétique du tueur a révélé un détail crucial. L'homme qu'il cherchait n'était pas blanc. Derrick Todd Lee était noir. Et soudain, toutes les pistes qu'ils avaient suivies jusque-là s'effondraient. Ils avaient perdu des années à chercher un homme qui n'existait pas. Le 9 juillet 2002, il s'introduit dans la maison d'une femme nommée Diane Alexander. Elle n'est pas la première, mais elle sera la seule à survivre. Il la frappe, la traîne, elle croit que c'est fini. Mais au moment où il s'apprête à commettre l'irréparable, un bruit retentit. Son fils vient de rentrer. Derrick Todd Lee prend la fuite, monte dans sa voiture et disparaît. Mais cette fois, il a fait une erreur. La femme est vivante et elle a vu son visage. Et quand elle se réveille à l'hôpital, elle donne un signalement très précis. Un portrait robot est alors diffusé et quelqu'un reconnaît immédiatement cet homme. La police de Zachary, une petite ville voisine, se souvient d'un incident récent. Un homme avait été arrêté pour voyeurisme. Un homme dont ils avaient déjà un échantillon ADN. Ils comparent les résultats et c'est un match. Ils l'ont. Derrick Todd Lee est retrouvé en fuite en Atlanta. Et il n'essaie même pas de résister. Son procès s'ouvre en 2004 et il est accusé du meurtre de Charlotte Murray Pace et de Geraldine Tesotto. Et les preuves sont accablantes. Et les jurés n'ont aucun doute, il est condamné à mort. Derrick Todd Lee passe plus de 10 ans dans le couloir de la mort, à attendre et à se réveiller chaque matin en sachant que c'est peut-être son dernier.
jusqu'à ce que finalement il meure d'une crise cardiaque dans un hôpital de la Louisiane. On pourrait s'en réjouir, mais sa mort ne ramènera pas celle qu'il a prise. 7 femmes au moins, et peut-être plus. On ne saura jamais vraiment combien en fait. Et combien d'autres l'ont croisé et ont échappé de justesse sans jamais savoir qu'elles avaient regardé le mal droit dans les yeux. Et combien d'autres monstres comme lui continuent d'attendre cachés derrière une apparence banale, à observer et à attendre le bon moment. Et voilà, c'est fini. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like si vous avez aimé la vidéo, et on se revoit bientôt.